On ne peut pas mieux incarner des idéaux, même si ce sont les idéaux de la République, les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, pourquoi pas, ce sont de très beaux idéaux, mais il faut les incarner. Il faut les incarner dans un terroir, dans des figures, il faut les incarner dans un pays. On ne verra jamais personne aller mourir pour la République. En revanche, mourir pour la France, de très nombreux l'ont fait dans le passé. C'est la France qu'il faut mettre en avant. Alors, est-ce qu'on peut aborder ce fait d'actualité très sombre de vendredi soir où un prof d'histoire a été décapité? Qu'est-ce que ça vous inspire? Qui ne serait pas ému par un événement comme celui-là, et même un peu plus qu'ému, j'ai été horrifié comme tout le monde. Mais ce qui m'a le plus marqué, c'est la prétendue stupéfaction des gens. Énormément de responsables politiques, de tous bords d'ailleurs, qui sont venus à la télé pour dire « je suis sidéré, je suis stupéfait ». Mais moi, ce qui me sidère et ce qui me stupéfie, c'est qu'on puisse l'être. Est-ce qu'il y a dans la société française les ferments de ce qui vient de se passer? Il est évident que oui, on le sait, ce n'est pas une découverte, tout le monde le sait. Alors, on est toujours horrifié au moment où ça arrive, mais on ne peut pas être surpris. On n'a pas le droit d'être surpris. De manière plus globale, que pensez-vous de l'état de la transmission de l'histoire aujourd'hui? Je pense que nous sommes une des toutes premières générations à ne plus vouloir transmettre ce que nous avons appris dans le passé. Mon ami François-Xavier Bellamy avait écrit un très beau livre là-dessus qui s'appelle « Les déshérités ou l'urgence de transmettre », où il montrait que nous n'avons plus, depuis, ça fait maintenant quelques décennies, on va dire depuis 30 ou 40 ans, nous n'avons plus l'envie de transmettre l'énorme corpus de savoir et de savoir-faire que nous sommes transmis de génération en génération depuis si longtemps, depuis des siècles maintenant. Pourquoi est-ce que ça s'arrête? Pourquoi est-ce qu'on estime que chacun doit faire sa propre expérience et doit forger ses propres instruments? Moi, j'estime que ce que l'on a pu acquérir, c'est un bien, c'est un trésor qu'il faut évidemment, dans la mesure du possible, transmettre aux générations qui nous suivent. Cette transmission, elle est essentielle, elle est peut-être la clé de tout. Est-ce que vous pensez qu'on a beaucoup perdu à délaisser un peu les dates, les figures, les événements qui étaient cette instruction chronologique de l'histoire? Il me semble qu'un pianiste ne peut pas se mettre utilement au piano s'il ne connaît pas le solfège et s'il n'a pas fait ses gammes. Lorsqu'on vous met sur le dos d'un cheval, si vous n'avez pas appris à faire du cheval, vous êtes ridicule et d'ailleurs, généralement, dans la minute qui suit, vous vous retrouvez par terre dans la sueur. Ce sont des disciplines. Toute discipline suppose un minimum de travail, d'apprentissage. Cet apprentissage, cette discipline, ça me paraît l'essentiel dans une vie. Et malheureusement, c'est ce que l'on a tendance un peu souvent à oublier. On voudrait faire de l'histoire sans connaître les dates. On voudrait parler sur l'histoire, on voudrait évoquer toutes sortes de sujets sans, de près ou de loin, avoir les références nécessaires. Je pense qu'il faut faire ses gammes d'abord, et puis après, on peut faire des variations. Après seulement. Vous avez fait Sciences Po et l'ES. Le HESS, oui. Ouais, désolé. Comment vous est venue cette vocation pour l'histoire, pour cette narration? La narration, elle m'est venue très tôt, à l'école primaire en fait. C'est mon institutrice, alors que j'étais en CE1, CE2, à l'école publique à l'époque. Voilà une chose dont je ne sais pas si elle serait encore possible. C'est cette institutrice qui avait pris l'habitude de fermer les rideaux de la classe une fois par semaine et de nous raconter un grand épisode de l'histoire. Elle projetait sur un écran une espèce de vague diapo. Je crois même que c'était une espèce de film en celluloïd. C'était vraiment un instrument qui devait dater des années 30. Et elle nous projetait cette image et elle la commentait. Et avec elle, à ses côtés, on entrait sur le champ de bataille de Bouvines ou on entrait à la cour de François Ier. C'était un émerveillement. C'est là que j'ai reçu le feu sacré. C'est elle qui m'a donné envie de faire de l'histoire et de la faire à travers une dimension narrative. Parce que pour elle, l'histoire, c'était d'abord le conte. Elle nous racontait des histoires et c'est ce qui faisait l'histoire. Alors on va parler de votre livre maintenant. Jeanne, dans votre livre, Jeanne Antide, est très attachée à l'histoire de France, à ses figures et à sa cohérence historique. Elle parle notamment d'une France chrétienne et de son baptême. Est-ce que ça peut encore parler aux gens aujourd'hui, le baptême de la France
Je pense que la France a donné au monde quelques-uns de ses plus beaux fruits. Elle a aussi, c'est vrai, il ne faut pas, pourquoi vouloir être monolithique? C'est vrai que nous avons fait des choses pas belles, et c'est vrai qu'il y a des crimes dans l'histoire de France, c'est incontestable. Mais ce que nous avons apporté au monde est incomparable. C'est un pays brillantissime qui s'est constitué peu à peu au fil des règnes. Il a fallu 63 pour faire la France, il a fallu 5 siècles pour qu'elle s'épanouisse, et ensuite 5 siècles pour qu'elle donne ses fruits. Aujourd'hui, cette France, elle est mal en point, c'est vrai. Cette France, elle est peut-être en train, dans son modèle de culture et de civilisation, elle est peut-être en train de s'éteindre à petit feu. Il me semble quand même que le feu d'artifice n'est pas terminé, qu'on n'a pas tiré le bouquet final. On doit pouvoir, si on le veut, si on s'en donne les moyens, tirer un bouquet final. Sur la première couverture, on peut lire que c'est un conte politique, donc c'est assumé. Est-ce que c'est aussi un programme? Parce qu'il y a beaucoup de solutions, de clés, de directions dans ce livre que cette Jeanne apporte. Je ne voulais pas faire un livre négatif. D'ailleurs, il y a un dialogue, parmi les 15 dialogues du livre, il y en a un avec un militant du Rassemblement national où Jeanne lui dit « Arrête de critiquer, arrête de tout dénigrer, arrête d'être uniquement dans le regret, la nostalgie et la désolation. Il faut, si l'on veut s'en sortir, il faut créer des perspectives, il faut ouvrir des routes, il faut mettre de la lumière. » J'ai emprunté à un livre que j'adore, qui est paru chez Aubier il y a bien longtemps et qui s'appelle « Les dialogues avec l'ange ». J'ai emprunté à Guita Malache cette formule disant qu'il ne faut pas lutter contre des ombres, ça ne sert à rien, il faut rallumer des lumières. Et c'est ça que fait Jeanne. Elle allume des lumières, elle le fait dans un contexte français en mettant en avant non seulement l'histoire de la France, mais sa culture et sa façon d'être. Dans votre livre, Jeanne parle de l'immigration. Elle compare l'arrivée d'étrangers à de la cannelle qu'on met sur de la compote. Est-ce que pour vous, là, la compote est encore mangeable? Quand j'ai utilisé cette métaphore de la compote et de la cannelle, je me suis dit « Oh mon Dieu, tu vis dangereusement, il y a des gens qui vont te dire « Ça y est, tu compares l'immigration à la cannelle, etc. » Ce n'est peut-être pas très habile ce que j'ai fait. Ce que je voulais dire, c'est qu'il faut savoir de quoi l'on parle. Nous sommes sur une terre en présence d'un peuple qui sont là depuis longtemps. C'est vrai que la France est un creuset. C'est-à-dire que de très nombreuses origines ethniques s'y sont mélangées, de très nombreuses cultures étrangères sont venues enrichir la culture française. Ça, c'est incontestable. Mais ça reste la culture française. À partir du moment où vous faites venir des populations en assez grand nombre qui ne partagent pas cette culture, et pire que cela, à la limite, qu'elles ne la partagent pas à l'origine, pourquoi pas, mais qui ne veulent pas la partager, qui veulent conserver leur culture, qui veulent même développer leur culture contre la culture française, alors il y a effectivement un moment où l'on finit par se demander, c'est une question de proportion, de dosage, où l'on finit par se demander en présence de quoi on se trouve? Est-ce qu'on est toujours en présence de la culture française ou est-ce qu'on est en présence d'une multiculture où la culture française va finir par devenir minoritaire? Ça, moi, c'est ce que je ne veux pas. Moi, cette culture française, je l'aime d'amour, je veux qu'elle continue de vibrer, de rayonner. Je veux bien des apports étrangers, je veux bien que des gens arrivent d'où ils veulent pour enrichir cette culture et pour se l'approprier, mais pourquoi pas? Ça, moi, je suis très accueillant, mais je ne veux pas qu'ils viennent la défigurer, ou pire encore, la nier. Ça non, bien sûr que non. Il y a aussi une scène où Jeanne Antide croise un rappeur et qui lui explique que la France n'a pas voulu de lui, qu'elle le rejette. Est-ce que vous trouvez dans ce canal culturel qu'est le rap un dégoût de la France? Pour vous, est-ce que le rap représente un peu ce dégoût de la France, mais qui arrive dans les oreilles, dans les écouteurs, on ne s'y attend pas? C'est un discours politique un peu masqué. Il y a un principe dans la vie, c'est qu'on ne devrait parler que de ce qu'on connaît. Et pour ce qui me concerne, je connais très mal le rap. Je sais que ça fait partie maintenant de notre culture, mais c'est un monde qui m'est un peu étranger. Le peu que j'en ai entendu ne m'a pas donné envie d'aller beaucoup plus loin, soyons honnêtes, ça n'est pas du tout ma tasse de thé. Mais ce que je sais, c'est que ça peut servir, pas tous les raps et pas tous les rappeurs évidemment, mais ce mode d'expression, de culture, cette forme artistique peut servir de vecteur à des idées qui sont des idées assez ouvertement opposées à la culture qu'on appelle dominante et qui l'est de moins en moins, entre parenthèses, à la culture française. Et donc,
ce que je voulais à travers ce jeune rappeur, c'était montrer à quel point certains ne font même pas l'effort. Ce petit rappeur là qui vient interpeller le président de la République dans une émission de télévision, c'est ça ce qui se passe. Puis ensuite, il rencontre mon héroïne, Jeanne Antide, dans les coulisses de la télé. Et ils parlent ensemble, c'est un des fameux dialogues du livre. Ce rappeur, il dit en gros à Jeanne Antide, « Ah mais moi, de toute façon, la France, elle ne veut pas de moi. Et moi, je suis en dehors de ça. » Mais on a envie de lui dire, « Mais est-ce que tu as fait l'effort ? Est-ce que tu as essayé ? Est-ce que, d'une façon ou d'une autre, tu veux t'intégrer, voire même, alors n'employons pas les mots qui fâchent, tu veux t'assimiler ? Évidemment non. » Et ce que répond Jeanne, simplement, c'est que la France est là, qu'elle est disponible, que s'il veut gentiment et intelligemment s'agréger au grand espace France, il en est parfaitement libre. Rien dans la République ne le lui interdit. Il faut faire un petit peu plus d'efforts que d'autres, évidemment. Ce sera un peu moins évident, un peu moins naturel pour lui, mais c'est possible. Voilà, c'était ça le sens de ce dialogue. J'en ai fait un rappeur pour que l'image soit forte et simple pour tout le monde. À côté de ça, ne me prenez pas pour un spécialiste du rap, je ne le suis pas. Très bien. Bon, ce livre, L'année de Jeanne, c'est évidemment une référence à Jeanne d'Arc. Vous, c'est un personnage qui vous a marqué ? Jeanne d'Arc est une des figures de la sauvegarde en France. Vous savez, il y a comme ça fait partie des génies nationaux. Moi, je crois au génie des peuples. Il y a une certaine façon d'être allemand, une certaine façon d'être anglais, une certaine façon d'être espagnol. Ça existe, c'est incontestable. Alors, il y a des pays où c'est plus ancré que dans d'autres. Ça tient notamment à l'ancienneté de l'histoire, à l'enracinement d'une culture. En France, c'est particulièrement fort, bien sûr. Bon. L'un des aspects de la culture française, c'est qu'on a recours régulièrement à des hommes providentiels. Toute l'histoire de France est tissée de personnages qui arrivent et qui, un peu avec une baguette magique, vont mettre les gens d'accord et vont permettre à ce peuple de Gaulois extrêmement peu discipliné de s'entendre et d'aller plus loin et de faire de grandes choses. Bon. Il y a une femme parmi ces figures emblématiques. Et cette femme, c'est Jeanne d'Arc. Et elle est extraordinaire, cette Jeanne d'Arc, parce que je ne sais pas si sa légende est vraie. Vous savez qu'on peut remettre en cause bien des apparentes certitudes sur Jeanne d'Arc. Mais en tout cas, si l'on s'en tient à la version officielle, c'est une petite bergère qui arrive des confins du royaume, elle arrive des marches de Lorraine. Elle n'est rien, elle n'a pas de relation, elle n'a rien. Elle débarque et par la pureté de son propos, et parce qu'elle est habitée par Dieu, c'est ce qui la rend forte, elle est capable de river son clou à n'importe qui, elle est capable de mettre d'accord les barons de France, elle est capable d'emmener l'ost royal jusqu'à la victoire en libérant Orléans, et ensuite elle ira même jusqu'à faire sacrer le roi Charles, vous imaginez ? C'est un destin fabuleux. Alors après, la cour va l'oublier, va l'abandonner, elle va subir bien des déboires et elle finira, on le sait, brûlée à Rouen. Mais cette figure, elle incarne ce que peut le pouvoir de la lumière, si je puis dire, de la limpidité, de la simplicité, de la naïveté peut-être. Certains critiques ont dit que dans mon livre, mon héroïne parlait un peu comme une enfant. Eh bien moi j'ai pris ça comme un hommage. Il y a effectivement une naïveté enfantine qui doit pouvoir réunir les gens. C'est pour ça que ma Jeanne Antide emprunte beaucoup à la Jeanne d'Arc du XVe siècle. Elle est un peu, si vous voulez, la Jeanne d'Arc du XXIe siècle. Je ne l'ai pas trouvée dans la réalité, cette Jeanne d'Arc. Je l'ai cherchée. Ça fait des années que j'analyse la vie politique de très près. Je cherche des figures qui pourraient... Je n'en trouve pas pour l'instant. Donc, n'en trouvant pas, j'en ai inventé une. Et est-ce que, à l'image de cette Jeanne d'Arc qui a remis le roi sur le trône, est-ce que, enfin, à l'image, je sais pas, mais est-ce qu'il nous manque pas aujourd'hui quelqu'un qui incarne, qui soit un chef, à l'image de ce président dans votre livre, qui n'est pas un vrai chef ? Est-ce que c'est... Mais parce que l'image du chef manque à l'édifice ? Vous aurez bien sûr compris que le concept même du livre, c'est de reprendre toute l'histoire de Jeanne. Donc j'ai tout transposé au XXIe siècle, j'ai tout transposé en 2022 et 2023. Et il me fallait un dauphin Charles, un roi de Bourges, celui que va rencontrer la pucelle à Chinon, qui manque de légitimité, qui manque de sûreté, qui pourtant incarne cette légitimité. C'est pour ça que j'en ai fait un président souverainiste. Mais c'est un président souverainiste mal élu, avec une première ministre un peu excessive et qui fait tout capoter. Et il est dans une sale situation, le président, au moment où ma Jeanne Antide vient le rencontrer.
comme Jeanne d'Arc avait rencontré Charles VII. Ça ne veut pas dire qu'après, il ne fera pas de grandes choses, puisque vous savez que Charles VII a reconquis le royaume. Il a fait des choses assez magnifiques, et jusqu'à la bataille de Castillon en 1453, il a reconquis le royaume, il a mis fin à la guerre de Cent Ans, et il a préparé en quelque sorte le terrain pour son fils Louis XI. Eh bien, de la même façon, mon président, mal élu, peu légitime, va peu à peu prendre de l'assurance grâce à Jeanne Antide. Le problème, c'est qu'au passage, comme l'avait fait Charles VII avec Jeanne d'Arc, il va abandonner Jeanne Antide, il va l'abandonner à tous ses ennemis qui finiront par avoir raison d'elle. Au bourguignon du XXIe siècle. Jeanne, à un moment donné, a une discussion avec un économiste qui brandit des certitudes très européistes pour tenter de la persuader que la sortie de l'UE est un suicide. Est-ce que ce dialogue, vous avez voulu l'adresser un peu aux économistes dogmatiques sur l'UE qui empêchent toute réflexion sur la souveraineté ? Tous les dialogues de ce livre, ou presque tous, 11 sur 15 pour être très précis, sont des moyens de répondre à des objections habituelles. C'est-à-dire qu'en rencontrant ce vieil économiste médiatique, universitaire, bien comme il faut, dans ses rails, convaincu que l'euro est la 8e merveille du monde, en rencontrant ce bonhomme, Jeanne Antide essaie de répondre à tous ceux qui ne veulent pas faire l'effort de réfléchir à ce que l'on pourrait faire et qui considèrent la situation telle qu'elle est comme une situation indépassable. Je pense que cette monnaie l'euro, et quand je dis je pense, de très nombreuses personnes infiniment plus compétentes que moi pensent que cette monnaie est trop forte. Et qu'en s'agrippant, en tout cas qu'elle est trop forte pour la France, qu'elle est trop forte pour l'Italie, qu'en s'agrippant à cette monnaie, nous faisons certes le jeu de l'économie allemande, mais nous affaiblissons notre propre économie, notre propre tissu productif notamment. Et donc, il me semble que cette monnaie, l'euro, n'est pas l'alpha et l'oméga, qu'on doit pouvoir la dépasser. C'est pour ça que je tenais à le dire, même si dans le discours qu'elle va tenir ensuite sur la place Kléber de Strasbourg, Jeanne Antide ne reprend même pas la question de l'euro. D'ailleurs, celle qui est la narratrice du livre, qui s'appelle Anissa, lui dit « Mais est-ce que tu vas parler de ça dans ton discours ?» Elle dit « Non, même pas, je ne sais pas pourquoi je lui ai tenu tête, dit-elle. » Mais parce qu'elle lui a tenu tête pour une vraie raison, c'est qu'elle ne veut pas, Jeanne Antide, être prisonnière de prérequis, elle ne veut pas être prisonnière de préjugés. Elle veut reprendre les choses librement. Ce livre est une ode à la liberté de conscience, à la liberté de penser, à la liberté d'agir. Je pense que cette liberté, c'est peut-être ce qui finit par nous faire le plus défaut en ce moment. La véritable humanité d'un chef peut, dans certains cas, consister à se montrer inhumain. C'est ce qu'on lit, c'est ce que dit Jeanne Antide. Est-ce que c'est pas précisément tout ce qui manque à nos hommes politiques, par exemple sur la question du séparatisme ou de la question de la sécurité ? Je suis très content que vous ayez mis le doigt sur ce qui, à mon avis, est le principal message de ce livre. C'est en tout cas ce que je voulais faire passer. Je pense que nos sociétés ont évolué vers l'individu. Vous savez, on avait des structures qui étaient collectives autrefois, pour ne pas dire holistes, si on remonte dans les périodes extrêmement anciennes. Et puis ensuite, il y a eu des familles, il y a eu des groupes, des nations, bien entendu, qui constituaient des références collectives. Et petit à petit, aux alentours de 1900 sans doute, même un petit peu après, on s'est concentré sur l'individu. Et on est arrivé à une civilisation, une société individualiste. Et cet individu lui-même, il a fini par exploser, de même qu'on a réussi à couper l'atome en quarks et en neutrons, et en d'autres petites particules, on a réussi à faire sauter l'individu. Maintenant, il y a des dividus. C'est-à-dire que chaque personne essaie de faire la synthèse mouvante et complexe entre des appartenances différentes. Et ces dividus, ils s'agrègent dans des affinités. Voilà la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui. Eh bien, ce qui est étrange, c'est qu'on ne soit plus capable aujourd'hui de raisonner qu'en termes individuels. Ça me paraît assez étonnant. C'est-à-dire que, par exemple, prenons le cas des phénomènes migratoires, on raisonne comme si la société était une personne. C'est-à-dire que, évidemment, vous voyez une pauvre famille qui est en train de traverser une frontière, qui n'a pas de quoi manger, qui fuit la misère. N'importe qui, avec son humanité, va accueillir ces gens, va leur donner à manger, va leur donner un toit ou une couverture. C'est Saint-Martin, si je puis dire. C'est normal, c'est humain. Et ça, je ne crois pas qu'il y ait personne au monde qui n'ait pas, en tout cas parmi les gens normalement constitués, qui n'ait pas ce genre de réflexe. Mais là, on ne parle plus à l'échelle individuelle, il existe aussi une échelle collective.
Un gouvernant, c'est quelqu'un qui a en charge les intérêts d'une collectivité, d'une communauté, en l'occurrence d'une nation, si l'on parle d'un président français ou d'un ministre. Et quand on est en charge d'une globalité, alors ce sont les intérêts de cette nation qui doivent primer. Ce ne sont plus les intérêts de l'humain, ce sont les intérêts du groupe. Et ces intérêts du groupe, il faut les prendre en compte. Eh bien, je crains que nous soyons à une époque où plus personne n'est capable de faire cela. C'est-à-dire que il se peut parfois, prenez tous les grands exemples de l'histoire, de Richelieu à Clémenceau, enfin, il se peut parfois que l'on fasse des choses qui, sur un plan humain et personnel, sont très répréhensibles, sont considérées comme dures ou inhumaines. Mais le gouvernant, le bon gouvernant, c'est celui qui va savoir prendre ses décisions parce qu'elles sont dans l'intérêt, pense-t-il, de son peuple ou de sa nation. Et donc, il est possible parfois qu'un discours qui pourrait paraître inhumain soit en fait très humain quand il est au service des intérêts de la nation. C'est ce que l'on n'est plus trop capable de comprendre aujourd'hui. À un moment dans votre livre, Jeanne croise un chroniqueur d'histoire à la radio qui est frustré d'être un peu cantonné aux commentaires purement historiques. Bon, on vous aura reconnu. Démasqué. Est-ce que vous avez... qu'est-ce qui vous a retenu souvent? Est-ce que c'est le milieu médiatique ou c'est vous qui n'aviez pas à ce moment-là l'envie d'aller un peu plus loin Lorsque vous exercez un métier médiatique et que vous n'êtes pas du tout dans le monde des idées ou de la politique, moi je raconte l'histoire, je raconte des histoires à la radio, c'est mon métier, un peu à la télévision. Bon, quand vous êtes avec cette casquette, si je puis dire, on ne vous demande pas de donner votre opinion, vous n'êtes pas là pour ça. Le problème, c'est qu'avec le temps finit par s'instaurer une frustration. Moi, je suis passionné par la vie politique depuis très longtemps, depuis plus de 40 ans. Je suis ça de très près, dans le moindre détail. J'écoute le moindre débat politique, je lis la moindre tribune politique depuis 40 ans. J'ai fait Sciences Po pour ça, c'est ma passion. Et même lorsque je faisais des études d'histoire, ce qui me passionnait, c'était les réseaux de pouvoir à la cour sous Louis XV. C'était déjà la politique, vous voyez. Donc, moi, la politique me passionne, je suis ça de très près. Et tant que je ne sentais pas que le pays était en très grand danger, je faisais confiance à certains pour essayer de dire à ma place ce que je pensais, plus ou moins parfaitement, puisque c'est très difficile de trouver quelqu'un qui pense que ce que vous pensez. Là, je pense que malheureusement, nous arrivons à une époque où les choses deviennent extrêmement graves. La situation, le bateau fait eau de toutes parts. Et je me dis que si je continue à me taire, si je continue à voir certaines choses et à ne pas les dénoncer, alors je deviens complice d'un système. Ça, c'est ce que je ne voulais pas. Je ne voulais pas un jour, alors je ne sais pas quand je mourrai, ce sera peut-être demain ou ce sera peut-être dans 30 ans, j'en sais rien, mais toujours est-il que je ne veux pas au moment où je quitterai ce monde me dire, j'avais conscience de certaines choses et je n'ai rien dit. Ça ne changera probablement rien que je dise les choses, mais en tout cas, je les aurais dites, je n'aurais pas ça sur la conscience. C'est en sens que dans votre post-scriptum, vous dites que vous avez écrit ce livre pour arrêter de mentir, arrêter de se mentir. Oui, il y a une injonction à la franchise dans ce que nous dit Jeanne Antide. Elle nous demande d'avoir du cœur. Cœur et courage font l'ouvrage, c'est un peu sa devise d'une certaine manière. C'est un vieux proverbe français dont elle a fait sa devise. Quand je dis du cœur, c'est pas au sens sentimental ou au sens charitable, c'est au sens courage. Il faut s'armer de courage, il faut oser regarder les choses en face, il faut oser appeler un chat, il faut oser agir en fonction des convictions que l'on peut avoir. Bon, il faut ce courage, d'une part. Et puis, ce courage, c'est aussi un courage de parole. C'est-à-dire qu'on ne peut pas continuer à se laisser gagner par ces deux mots kantiens que sont la paresse et la lâcheté. Il faut lutter contre la paresse, il faut lutter contre la lâcheté, il faut assumer un certain nombre de convictions et les porter haut, les porter avec fierté. Je pense que ce qui est en train de se passer actuellement, quand on voit un crime comme celui qui vient d'être commis à Conflans-Sainte-Honorine, c'est en grande partie parce que certains fanatiques ont réussi à attirer dans leur filet des jeunes gens qui cherchaient des idéaux.
qui cherchait quelque chose de fort, qui cherchait un combat à assumer. Nous sommes dans une société très molle qui n'offre plus d'idéaux, qui n'offre plus de grandeur, qui n'offre plus d'horizon. Je pense que le premier des objectifs que nous devrions tous partager maintenant, c'est de redonner à la jeunesse une véritable joie de vivre, un véritable horizon, et qui soit un horizon de culture, d'échange, d'ouverture, de liberté, tout ce qui a fait la grandeur de cet esprit français que hier encore le monde nous enviait. Et d'ailleurs, quand vous dites qu'il faut redonner un idéal à cette jeunesse, est-ce que qu'est-ce qu'on pourrait proposer de plus concret que des mots un peu flous, liberté ou je sais pas, quel mot plus concret on pourrait donner à la jeunesse pour espérer? Les profs d'histoire me disent souvent qu'ils ont du mal avec les programmes et avec les préconisations pédagogiques telles qu'elles existent, qu'ils ont du mal à passionner les élèves dans les classes. Parce que apprendre la notion d'émancipation ou la notion de liberté, ça n'a jamais fait vibrer personne. Alors que quand on racontait les batailles de Louis XIV ou de Napoléon, là on peut s'identifier. Je pense qu'il faut incarner les choses. Et on ne peut pas mieux incarner des idéaux, même si ce sont les idéaux de la République, les idéaux de liberté, d'égalité, de fraternité, pourquoi pas, ce sont de très beaux idéaux, mais il faut les incarner. Il faut les incarner dans un terroir, dans des figures, il faut les incarner dans un pays. On ne verra jamais personne aller mourir pour la République. En revanche, mourir pour la France, de très nombreux l'ont fait dans le passé. C'est la France qu'il faut mettre en avant. C'est notre appartenance, c'est notre collectivité, c'est ce que nous avons à faire ensemble qu'il faut mettre en avant, et ça peut se faire par la culture, par de beaux livres, par de bons films, ça peut se faire par une musique, pourquoi pas, on parlait de musique tout à l'heure, c'est tout ce que nous avons produit, ça peut être la cuisine aussi, pourquoi pas, on peut se passionner pour la cuisine des terroirs de France et pour nos innombrables fromages, voilà, il faut que ce soit des choses concrètes, il faut aimer une façon d'être et de vivre, il faut aimer un savoir-être et un savoir-vivre. C'est plus facile de fédérer les ardeurs autour de choses concrètes qu'autour de grands principes un peu creux. Et on a parlé d'incarnation, de transmission, de choses très concrètes. Est-ce qu'une monarchie en France pourrait remettre la France sur des rails, ou ses rails ? Pendant très longtemps, j'ai défendu l'idée, moi, d'une monarchie constitutionnelle. Je disais que, quand on regarde quelles sont les premières démocraties du monde, selon le grand observatoire autrichien, hein, c'est pas moi qui dis ça, vous savez, l'observatoire des démocraties, quelles sont les premières démocraties du monde? Ce sont toutes des monarchies. Et quelles sont les pires dictatures de la planète? Ce sont toutes des républiques. C'est quand même intéressant à dire. Bon, donc, partant de ce genre de constat, je disais que si nous avions en France une monarchie tout à fait, évidemment, une monarchie comme en Europe du Nord, hein, avec un monarque qui n'a aucun pouvoir, qui est là simplement par sa famille pour incarner la collectivité nationale, ça permettrait de faire en dessous de la vraie politique. Et on aurait des hommes politiques qui, au lieu de se battre pour monter sur le trône de Saint-Louis, comme ils le font actuellement, se battraient pour exercer une politique à Matignon. Ah, c'est peut-être un peu moins brillant, mais c'est plus intéressant politiquement. Bon. Donc je pense que c'est un bon modèle. Si je ne le défends plus actuellement, si je n'y fais aucune allusion dans le livre sur Jeanne, c'est parce que je crois que nous sommes arrivés à un tel degré de catastrophe. Nous sommes tellement au bord du gouffre, pour ne pas dire en train d'entrer, hélas, de descendre dans le gouffre, que ce n'est plus de saison. Ce sont des débats qu'on peut avoir quand tout va bien. Peut-être qu'un jour, si la France arrive à s'en sortir, et je l'espère vraiment, et je suis convaincu qu'elle va y arriver, puisqu'elle l'a fait dans le passé si souvent qu'elle devrait y arriver une fois de plus, à ce moment-là, il sera peut-être temps de se poser la question, comme l'avait fait le général de Gaulle d'ailleurs, vous savez, qui s'était en 1961 posé la question de savoir s'il fallait ou non rétablir la monarchie en France. Attention, quand je dis la monarchie, pas la monarchie de droit divin absolu du tout, une monarchie constitutionnelle qui est un simple système politique qui permet d'éviter encore une fois que tout le monde se batte pour la première place. Bon. Il sera peut-être le temps d'y revenir. Actuellement, ce n'est pas du tout de saison. Quand le bateau est en train de couler, on ne se demande pas si l'on va, le nom qu'on va lui donner ou le nombre de barrettes qu'il va y avoir sur les épaulettes du commandant. Vous voyez, c'est plus le moment là. Quand il y a le feu dans la grange, on ne se demande pas si c'est une grange ou si c'est un grenier. Peu importe, il y a le feu, on commence par éteindre le feu. Donc actuellement, nous avons une république qui vaut ce qu'elle vaut. Essayons déjà de la protéger, de la défendre. Peut-être qu'un temps viendra où l'on pourra se poser la question de la monarchie. Merci beaucoup Franck Ferrand. Merci à vous.